Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 13 septembre, le chef de file de l'opposition a salué le coup d'État survenu le 5 septembre dernier dans son pays. Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé fin de semaine écoulée la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement. Et puis la socialiste Anne Hidalgo, la maire de Paris, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'était ce dimanche lors d'une prise de parole sur les docks de la ville de Rouen. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. En Guinée, le chef de file de l'opposition a salué le coup d'État survenu le 5 septembre dernier dans son pays. Perçu comme une délivrance, il a invité les États d'Afrique de l'Ouest à ne pas infliger de sanctions à la Guinée. Cellou Dalein Diallo se soulage des événements ayant écourté le mandat du président Alpha Condé, le coup d'État du 5 septembre. Saluant un événement bienvenu, faute d'autres recours selon ses termes, le chef de file de l'opposition guinéenne a expressément appelé la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine à ne pas imposer de sanctions économiques à son pays. Ancien Premier ministre de 2004 à 2006 et candidat malheureux au présidentiel de 2010, 2015 et 2020 contre Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo a en outre estimé que les organisations africaines avaient perdu trop de crédibilité dans les contextes maliens et tchadiens pour empêcher le chef des putschistes de diriger une période de transition. En effet, mercredi dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu la Guinée de ses organes, exigeant la libération d'Alpha Condé et le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Pour le chef de file de l'opposition, la junte ne mérite pas d'être sanctionnée parce qu'elle a mis fin à une situation de non-droit. Alpha Condé a été déposé le 5 septembre par un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Les militaires ont dissous les institutions et aboli la constitution qu'avait fait adopter en 2020 le président déchu Alpha Condé et qu'il avait invoqué pour se présenter à un troisième mandat malgré des mois de contestation réprimés dans le sang. On reste en Guinée où les putschistes au pouvoir ont annoncé l'ouverture à partir de mardi, demain donc, d'une série de rencontres avec les forces politiques, la société civile et les représentants des compagnies minières. L'objectif est de préparer la formation d'un gouvernement. Ces rencontres, annoncées samedi soir par les militaires sur la télévision nationale, s'inscrivent dans la concertation promise pour fixer les lignes d'une transition politique et former un gouvernement. Selon les communiqués, les militaires conduits par le colonel Mamadi Doumbouya recevront à tour de rôle les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses, les organisations de la société civile, les représentations diplomatiques, les patrons des compagnies minières implantées en Guinée, puis les organisations patronales et pour finir, les banques et les syndicats. Les militaires qui ont déposé le président Alpha Condé le 5 septembre ouvriront ces concertations alors que la communauté des États ouest-africains doit à nouveau se prononcer sur les suites à donner au putsch. La CEDEAO exige un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Elle a suspendu la Guinée de ses organes de décision et doit à présent examiner le rapport d'une mission dépêchée dans ce pays vendredi avant de décider d'éventuelles nouvelles mesures. La junte a aussi annoncé la mise à disposition d'un numéro vert pour dénoncer tout abus des forces de sécurité. Ces abus sont constamment dénoncés par les défenseurs des droits humains. En Tunisie, le président Kaïs Saïed a annoncé fin de semaine écoulée la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement. Une annonce suivie d'une autre, la réforme à venir de la Constitution.
Pour ceux qui s'inquiètent de l'absence totale d'une nouvelle équipe dirigeante au sommet de l'État, le président tunisien Kais Saied se veut rassurant. Un nouveau gouvernement sera formé dans les plus brefs délais après sélection des personnalités les plus intègres, a-t-il annoncé. Il n'a toutefois pas donné de date précise pour la formation du dit gouvernement. Le 26 juillet, Kais Saied avait limogé le Premier ministre, suspendu les activités du Parlement et s'est arrogé aussi le pouvoir judiciaire pour un mois renouvelable avant de prolonger ces mesures le 24 août dernier, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Outre la question de la formation du gouvernement, le président Saied a évoqué la Constitution de 2014, affirmant qu'il la respecte, mais que l'on peut introduire des amendements au texte. Selon lui, le peuple tunisien a rejeté la Constitution et les constitutions ne sont pas éternelles. Il faut donc, à ses yeux, amender en respectant la Constitution tout en gardant à l'esprit que la souveraineté appartient au peuple. La révision constitutionnelle annoncée devra ensuite être soumise au suffrage universel via un référendum avant de nouvelles élections législatives. Théoricien du droit et enseignant, Kais Saied se présente depuis son élection surprise à une ample majorité fin 2019 comme l'interprète ultime de la Constitution tunisienne. De la Tunisie, rendons-nous en Algérie où des centaines de personnes se sont réunies samedi à Alger pour rendre un dernier hommage à Youssef Saadi, mort vendredi à l'âge de 93 ans. Il s'agit d'un héros de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et figure emblématique de la bataille d'Alger, l'un des épisodes clés de la guerre d'indépendance. Son cercueil recouvert du drapeau national a d'abord reposé dans une mosquée près de la vieille ville où a été célébrée une prière des morts avant d'être acheminé vers le cimetière El Ketar où il a été inhumé. Les funérailles de Youssef Saadi se sont déroulées en présence notamment du représentant du président Abdelmadjid Tebboune, du ministre des Moudjahidines, de vétérans de la guerre d'indépendance ainsi que de proches. Le défunt s'était battu jusqu'à son dernier souffle pour que vive l'Algérie, selon sa fille, qui dit être très fière de son père qui lui aurait appris toutes ses valeurs humaines. La bataille d'Alger a eu lieu en 1957, lorsque l'armée française tenta de reprendre aux combattants algériens le contrôle de la vieille ville d'Alger, la Kasbah. L'arrestation de Youssef Saadi le 14 octobre de la même année en marqua la fin. Saadi était le responsable de la zone autonome d'Alger pendant cet épisode de la guerre qui a vu se multiplier les actions du Front de libération nationale et les opérations de répression françaises. Ce boulanger de la Kasbah, promu chef militaire de la rébellion pour la région d'Alger, avait campé en 1966 son propre rôle dans le film La bataille d'Alger, qui est classé parmi les œuvres cinématographiques les plus réussies. Des centaines de partisans de l'opposition se sont rassemblés samedi à Luanda, la capitale angolaise, pour protester contre des modifications de la loi électorale. Selon eux, elles compromettent la transparence des élections générales prévues l'an prochain. Le président João Lourenço a présenté cette semaine un projet de loi visant à centraliser le décompte des voix au lieu de le faire au niveau de chaque municipalité et province. Tous les députés de l'opposition se sont abstenus ou ont voté contre la réforme, mais ils n'avaient que peu d'influence dans un parlement largement dominé par le mouvement populaire de libération de l'Angola au pouvoir. Le principal parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, a organisé samedi une marche soutenue par d'autres mouvements politiques et groupes de la société civile pour réclamer des élections libres et équitables. L'UNITA a proposé une série de mesures pour éviter les fraudes présumées, notamment l'identification biométrique des électeurs et l'implication de la société civile dans le dépouillement des bulletins de vote. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale et ont défilé dans le centre-ville en réclamant un contrôle biométrique. Entre-temps, le président Lourenço a également suscité la controverse pour avoir voulu modifier une autre loi électorale qu'il a récemment soumise à l'Assemblée nationale avec des suggestions d'amendement. Élu en 2017 après le retrait de son prédécesseur José Eduardo dos Santos, l'actuel chef de l'État devrait briguer un second mandat lors des élections présidentielles, parlementaires et locales de 2022.
Allons en France pour finir cette édition. La maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'était ce dimanche lors d'une prise de parole sur les docks de la ville de Rouen. Sans surprise, Anne Hidalgo, devant ses partisans à Rouen, a annoncé sa candidature pour la présidentielle française de 2022. Chères Françaises et chers Français, je veux que tous les enfants de France aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants. Figure d'un parti socialiste affaibli, Anne Hidalgo, 62 ans, invite les Français à communier avec elle autour d'un projet qui mettra résolument la France sur la voie de la réconciliation, de l'apaisement, de la sécurité, de la justice sociale et aussi de la justice climatique. Après avoir mené depuis 2014 à Paris une politique visant à réduire la pollution automobile, Anne Hidalgo entend placer le thème de la transition écologique au cœur de sa campagne. Pour l'heure, la maire de la capitale française est créditée, selon les sondages actuels, de 7 à 9% des intentions de vote au premier tour. Un résultat qui serait largement insuffisant pour se qualifier au second tour. Elle aura donc fort à batailler pour remonter graduellement dans les sondages. Son nom vient ainsi s'ajouter à la longue liste des candidats qui veulent incarner la gauche dans un paysage politique français marqué ces dernières années par la progression de l'extrême droite de Marine Le Pen et l'émergence d'Emmanuel Macron au centre. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.